Pour la première fois, le consulat américain a retourné des passeports sans aucun visa à des personnes qui attendaient depuis des mois. Et sans donner de date de rendez-vous, la situation est-elle aussi grave et aussi imprévisible que cela? En effet, je suis très content d'être là avec vous aujourd'hui pour pouvoir discuter de ce fait. Nous avons pris la décision de renvoyer les passeports basée sur la réalité que, vu la situation sécuritaire autour de l'ambassade, on était obligé de renvoyer une certaine partie de notre personnel américain aux États-Unis. Et dans l'absence de ce personnel, on n'est pas dans la capacité de pouvoir traiter les visas de visiteurs de façon normale. Avec ce contexte, on a décidé que ça valait le coup de renvoyer les passeports à les personnes à lesquelles ils appartiennent, pour que ces personnes ont la possibilité de pouvoir voyager au ailleurs ou de profiter des autres programmes en place qui pourraient faciliter qu'ils aillent aux États-Unis, notamment le programme de parole, soit disons le programme Biden, et le Haitian Family Reunification Act. Alors, avec le passeport en main, une des choses que je veux souligner dans ce contexte public, c'est que, en effet, comme je crois tous les postulants doivent savoir, le frais de postulation se périme dans une période d'1 an. Et alors, on ne veut pas que les gens perdent cet investissement. Et alors, ce que je veux souligner, c'est que si vous avez une frais de postulation que vous avez payé, disons, presque il y a 1 an, disons le 30 septembre de l'année dernière, qui va périmer fin de la semaine prochaine, il faut aller sur le site web de l'ambassade et s'enregistrer pour un entretien, ça n'importe si ça sera en 2025, 2026, ça n'importe la date. Il y a beaucoup de dates qui sont disponibles dans l'avenir. Ça va faire que vous n'allez pas perdre l'investissement que vous avez fait pour la postulation. Et dans un contexte dans lequel j'espère bien prochainement, on pourrait faire revenir nos officiers qui traitent ces dossiers, on pourra rescheduler dans un plus proche avenir ces postulations. Sans que vous faites cet enregistrement pour une postulation dans un avenir, disons, 2025 ou 2026, vous risquez de perdre l'argent de votre frais de postulation. Si vous êtes enregistré, dès que nous puissions revenir pour traiter ces dossiers, on pourra vous appeler et reprogrammer le rendez-vous à une période plus proche. Si on prend un rendez-vous 2026, on pourra changer, rapprocher quand c'est possible? Absolument. Et nous allons essayer de contacter les gens dès que nous voyons que vous êtes là avec cet enregistrement en 25 ou 26. Dès que nous avons les officiers en place pour recommencer à traiter ces dossiers, que j'espère bien sera dans un avenir plus ou moins proche, dans ce contexte, on pourra rappeler les gens et dire « OK, maintenant on est disposé à faire, on peut programmer à quelle date et on va voir ça. Qui veut faire, non, ils ne seront pas obligés de garder un rendez-vous en 2025 ou 6 ou quoi, mais comme ça, ils ne perdront pas l'investissement du frais de postulation qu'ils ont déjà payé. Quelqu'un qui voudrait aller étudier aux États-Unis, qu'est-ce que cette personne peut faire aujourd'hui? S'il va étudier aux États-Unis à l'instant, désolé que nous ne serons pas dans un domaine de pouvoir traiter le dossier à l'instant, mais rien n'empêche, si la postulation est là, que nous allons leur demander à faire cet rendez-vous dans cet avenir que j'ai proposé. Et si on constate que c'est pour quelque chose de plus proche, on est toujours en train de voir les cas d'urgence, à voir si c'est quelque chose que nous pouvons traiter, et ça dépend de la personnel. Je ne peux pas donner une garantie, mais ils ne doivent pas perdre cette frais de postulation vu qu'ils ont payé à un certain instant. Ils peuvent rapporter la date et dans un certain contexte, on peut voir avec le consulat. Il faut signaler dans le cas que je suis inscrit pour, disons, l'automne prochain ou je ne sais pas, commencer en janvier ou quelque chose. Et on est en train de revoir ces documentations et fur et à mesure que nous serons dans une capacité, on pourrait essayer de traiter de tels cas. Un Haïtien peut essayer d'avoir un visa américain dans un autre pays? Les Haïtiens sont tout à fait capables, comme n'importe qui au monde, à postuler dans une ambassade américaine ou par ailleurs. Le problème, c'est que dans ce contexte, ça dépend des réalités de concernés. Je veux souligner que le frais de postulation payé ici ne pourrait pas être transféré à un tiers lieu. Mais par exemple, si disons qu'on a un Haïtien qui est en train de voyager en Europe, ou par ailleurs dans l'Amérique latine, elle pourrait se postuler avec les documents qu'ils en ont à n'importe quelle ambassade américaine au monde, en disant qu'ils veulent voyager basé sur les documents. Le problème qui se présente typiquement, c'est que peut-être les officiers dans un tiers pays ne sont pas si au courant des détails des réalités haïtiennes. Ils ne sont pas dans un contexte nécessairement de pouvoir adjudiquer le cas concerné. Mais rien n'empêche que oui, ils peuvent postuler
et au moins qu'ils sont bien établis et ils ont des documents qui peut-être par exemple indiquent qu'ils ont déjà voyagé aux États-Unis dans le passé. Un autre consulat pourrait bien traiter le dossier et rien n'empêche qu'ils pourront les accorder un visa s'ils sont qualifiés. Il y a le programme Biden, comme on l'appelle en Haïti. Comment va-t-il? Quelles sont les statistiques aujourd'hui? En effet, le programme Biden, pour nous, a été une très, très grande réussite. Ça fait que depuis que ce programme a commencé, les Haïtiens sont les premiers bénéficiaires par rapport aux autres pays, par une bonne marge. Dans ce contexte, c'est une des autres raisons pour lesquelles on a décidé de renvoyer les passeports, je m'excuse, c'est que, évidemment, comme tout le monde le sache, pour postuler pour cela, il faut avoir un passeport, un passeport en main, et au moins que les gens veulent se postuler, ils peuvent avec ces passeports qu'on envoie, et ça réussit très très bien. L'autre programme qui a changé, que je voulais prendre l'opportunité de signaler, c'est le Haitian Family Reunification Program, dont s'il y a des gens qui ont des pétitions pour l'immigration, qui existent de la part de leurs membres de famille aux États-Unis, qui font les pétitions pour qu'ils puissent venir aux États-Unis. Dans le contexte de la loi, originalement, il y avait un certain délai. Maintenant, s'il y a une pétition valide en place sur les sites web, et on va fournir les détails, les postulants qui sont là pour l'immigration pourront faciliter rejoindre le membre de famille aux États-Unis beaucoup plus vite maintenant. S'ils ont bien leur passeport en main, et ils peuvent procéder à faire le reunification qui est le désir de cette loi. Et je veux souligner que tous ces différents programmes sont les plus grandes ouvertures à l'immigration, je crois, légale, faites par les États-Unis envers l'Haïti depuis, ma connaissance, depuis très très longtemps. Et je voulais souligner par contre, si les gens sont tentés de trouver des moyens autres pour arriver aux États-Unis clandestinement ou illégalement, ils seront déportés et ils seront plus éligibles pour le programme Biden ou autre. Alors j'encourage les gens à regarder les réalités et les opportunités qu'ils en ont pour trouver des moyens s'ils veulent vraiment y aller aux États-Unis pour résider, que soit à travers le programme Biden, soit avec le Haitian Family Reunification Program, ils pourront bénéficier de cela. Et on est très rassuré que ça semble avoir donné à les gens qui veulent vraiment y aller des façons légales pour y aller, et on est très content de cela. Il y a une nouvelle route qui passe par le Nicaragua. C'est quelque chose que le consulat, l'ambassade suit? On est au courant, on entend dire de cela, et je veux souligner que les gens qui essaient d'y aller aux États-Unis à travers ces moyens trouveront que s'ils arrivent là-bas, ils seront sujets à la répatriation, et en même temps, ils seront plus éligibles à les moyens légaux qui sont disposés à contrôler l'immigration de façon légale. Passer par le Nicaragua, passer par le Mexique, c'est pas une bonne route? C'est pas une bonne route, c'est très très dangereux, vous risquez votre vie en faisant cela, c'est comme mettre sur les voiliers au nord du pays pour y aller, vous risquez votre vie et vous mettez dans les mains des personnes illégales qui peuvent vous exploiter, qui peuvent vous tuer, qui peuvent faire n'importe quoi, qui peuvent vous abandonner sur la voie. Alors nous décourageons toute personne de trouver ces moyens comme façon d'y aller aux États-Unis. On vous encourage d'utiliser les nouvelles façons légales que je viens de souligner, qui sont là pour que des Haïtiens qui veulent poursuivre les lois en rigueur à y atteindre les États-Unis de façon légale, à faire une vie là-bas, si c'est ça qu'ils veulent faire. La situation sécuritaire a porté le consulat, l'ambassade à réduire son personnel, mais la situation sécuritaire aussi, on a l'impression, ne reçoit pas toute l'assistance qu'elle pourrait avoir de la part des États-Unis. Comment va la coopération au niveau sécuritaire avec Haïti? Avec notre situation de sécurité, aussi bien nos assistances humanitaires sont à les plus hauts niveaux que nous avons jamais eu. Comme le partenaire premier d'Haïti, les États-Unis ont des programmes très très grands qui montent à des centaines de millions de dollars dans les différents domaines, aussi bien humanitaires que sécuritaires. On a grandi nos programmes sécuritaires et on va continuer à les grandir. On fait des formations spécialisées pour le PNH, à améliorer sa capacité à mobiliser contre les gangs et en même temps d'augmenter ses capacités dans les différents domaines aussi.
Je veux souligner que le progrès là-dessus, c'est l'espoir que nous avons, et nous, en tant que les Américains, on coordonne avec nos partenaires aussi bien que les autres amis d'Haïti, à ce qu'il y aura des avances à faire une réponse à la demande faite par le gouvernement de transition, à ce que la communauté internationale fournisse des soutiens envers la situation sécuritaire. Et comme tout le monde le sait, il y a eu une délégation kenyane qui est venue, qui a constaté les réalités, et on travaille avec nos partenaires pour avancer ça, aussi bien avec le gouvernement haïtien, avancer la résolution nécessaire à les Nations Unies pour fournir le cadre dans lequel la communauté internationale pourrait fournir les assistances requises, être côte à côte avec la PNH, faire réponse à la situation sécuritaire. Et nos programmes de soutien qui sont là bilatéralement, ça continue et ça va persister, et probablement ça va augmenter. Dans le bilatéral entre les États-Unis et la police nationale d'Haïti, on a vu à chaque fois des remises de 4 par 4, mais les Haïtiens se disent qu'il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas d'équipement lourd, il n'y a rien de significatif qui peut aider vraiment la police. Il faut dire que le contexte est tel que nos programmes d'assistance dans ce domaine sont limités. On ne peut pas donner des armes. Les armes sont exprès, c'est pas quelque chose dont on a le cadre légal. Mais rien n'empêche qu'en tant que pays souverain, avec les autres pays souverains, la PNH est tout à fait capable d'acheter des autres matériels, des armes et des autres équipements. Et la seule question qui pourrait se poser, c'est si c'est des équipements d'origine américaine ou avec des technologies américaines, il faut avoir une licence qui sera permise. Mais rien n'empêche que la PNH, qui a déjà fait des achats des armes ou des armes lourdes, pourrait continuer à faire cela avec des tiers pays. Et on va voir sur le plan de la mission de soutien sécuritaire qui est en train d'être considérée par avancer à les Nations Unies, que les États-Unis seront un grand partenaire dans cela. C'est déjà annoncé que nous allons fournir des fonds très substantiels envers cela, et il y aura des autres façons dans lesquelles nous allons fournir des assistances à une telle organisation dès qu'elle est autorisée par les Nations Unies et dès que nous pourrions être dans une capacité de le mobiliser, j'espère bien, le plus tôt que possible. Mais il faut souligner que pour les Haïtiens, de temps en temps, j'ai l'impression qu'ils pensent que ça pourrait se faire en clin d'œil, et ici, le fin de mois, tout à coup, il y aura des forces internationales qui arrivent ici. Ça prendra plus de temps, il faut qu'on comprenne, et en même temps, il faut que je souligne qu'on espère bien qu'il y aura des progrès sur le plan politique aussi, dans le cadre qui donnera des raisons pour la communauté internationale de penser que oui, avec les assistances sécuritaires, ça pourrait avancer en général la situation haïtienne dans une situation plus positive dans laquelle on se trouve à l'instant. L'avancement au niveau politique, c'est une condition pour qu'on ait les forces sécuritaires? Je ne dirais pas que c'est une condition préalable, fixe, mais c'est évidemment pour des partenaires prospectifs qui veulent assister à cette demande d'assistance, d'avoir un contexte dans lequel il y a une vraie sens que oui, il y a des progrès envers une résolution politique, ça encouragera d'autres pays à cotiser sur ce plan sécuritaire. Et pour cela, je crois, pour tout Haïtien sérieux, aussi bien que les élites politiques et autres, si je crois qu'il y a 99%, vers 99,9%, j'oserais dire, des Haïtiens en Haïti qui pensent vraiment qu'il y a besoin de cette sorte d'assistance. À encourager cette assistance, des progrès politiques seront vraiment quelque chose de très très bien reçu à le niveau de New York avec les Nations Unies et bien sûr chez nous à Washington. On pousse que pour ça depuis des années. S'il n'y a pas de consensus haïtien, s'il n'y a pas d'avancée au niveau politique, peut-être que l'assistance ne viendra pas? Je ne me prononcerai pas sur cela. Je crois qu'il y a une connaissance sur le plan humanitaire, sur le plan de réalité, qu'il faut une assistance. Mais cette assistance, je crois, sera beaucoup plus fiable et en même temps beaucoup plus soutenue par la communauté internationale, en gros avec les amis d'Haïti, aussi bien que nos partenaires dans le contexte s'il y a des progrès concrets qu'on puisse voir sur le plan politique. La dernière mission des Nations Unies en Haïti n'a pas renforcé la police et aujourd'hui Haïti a aussi l'armée qui est là. Quelle est la position exacte de la communauté internationale, des États-Unis en particulier, sur la composition des forces de sécurité en Haïti? Notre soutien en concret pour l'instant est visé sur la PNH. On a, grâce à l'histoire, il y a des lois très très strictes qui limitent nos capacités de donner du soutien, quoi que ce soit, envers la FAD.
Cela étant dit, Haïti est souveraine, elle est tout à fait capable de s'engager avec d'autres pays. Nous, on ne contrôle pas ses relations avec d'autres pays. Et s'il y a d'autres pays qui veulent fournir des soutiens en matériaux, soit à la FAD ou des autres choses des autres domaines dans lesquels nous, on ne peut pas assister à la PNH, ils sont tout à fait capables de le faire. Et je crois que l'Haïti a poursuivi de tels moyens dans les différents cas, soit par rapport à la PNH, aussi bien que par rapport à la FAD. Et nous, on ne bloque pas ça. Alors, si on n'avance pas, je reviens toujours à la même question, si on n'avance pas au niveau politique, au niveau des Haïtiens, si la force multinationale n'est pas acceptée par le Conseil de sécurité, il y a un plan B? Moi, je suis encouragé à croire qu'une façon ou une autre, il y aura une réponse. Et que cette réponse sera à la demande du peuple haïtien manifestée par le gouvernement qui a besoin d'un soutien envers la situation sécuritaire. Je crois qu'il y a une disposition de la communauté internationale que ça s'avance. Il y avait la question clé de s'il y avait un pays prêt à prendre la responsabilité d'être le leader dans le contexte. Kenya a heureusement indiqué qu'elle est prête à faire cela. Il faut qu'on établisse les détails prochainement à les Nations Unies pour avoir une telle résolution qui donnera le cadre dans lequel les différents pays pourront cotiser. Il y a pas mal d'amis d'Haïti qui veulent cotiser, mais ils veulent avoir une idée claire d'exactement quels seront les paramètres et quelles seront les réalités. Et il faut souligner que tout le monde est très conscient, nous aussi bien que les Kenyans, les autres partenaires prospectifs, des réalités, des difficultés, des autres interventions, des autres assistances qui ont été données dans le passé dans cette question de sécurité. Et nous sommes très au courant à essayer d'éviter les difficultés et les problèmes qui ont parvenu à des autres manifestations de participation internationale sur le plan sécuritaire. Alors dans ce contexte, on est très conscient et moi je crois que j'espère bien comme dans tout autre cas que ça sera la dernière fois que ça sera nécessaire. Mais à l'instant, je crois que tout le monde reconnaît que c'est nécessaire qu'il y ait une assistance aiguë à la PNH à pouvoir soit fur et à mesure renforcer ses capacités, aussi bien en personnel, aussi bien qu'en capacité intègre dans le PNH, mais en même temps, côte à côte, entre-temps, à ce qu'on arrive à un temps que le PNH est capable de faire le nécessaire dans le pays, de seul que nous pourrions être là comme communauté internationale, côte à côte avec eux, pour avancer la cause du peuple haïtien, pour avoir le monde dans lequel il veut vivre. Une dernière question. Il y a une situation à la frontière entre Haïti et la République dominicaine. Les États-Unis ont beaucoup travaillé sur la question de la frontière, le contrôle et la surveillance. Quel est votre regard sur ce qui se passe entre Haïti et la République dominicaine? Notre rôle est, on est des amis de tous les deux pays. Et alors, on les encourage de baisser les températures un peu dans cette discussion. Après tout, partout au monde, là où il y a des eaux qui sont partagées, l'eau après tout est la vie. Et alors, lorsque les eaux sont partagées entre des différents pays, soit comme par une frontière, soit pour des autres raisons, c'est toujours des négociations très sérieuses qui doivent être amenées pour qu'on arrive à le bien-être des deux pays concernés, ou même s'il y a plusieurs pays qui sont concernés, plus que deux. Alors, on encourage les différents partenaires haïtiens, aussi bien que dominicains, à trouver une façon qui peut adresser à le bien-être des peuples affectés dans les deux côtés de la frontière, à résoudre cette confrontation qui se déroule à l'instant dans une façon amicale pour le bien-être des deux pays. Parce qu'après tout, de trouver une situation qui n'est pas pour le bien-être des deux pays, qui frustre l'économie des deux pays, c'est pas une solution durable ni équitable pour qui que ce soit. Alors on encourage les deux parties de prendre des dispositions à pouvoir régler ça le plus vite possible, à le bien-être des populations touchées des deux côtés. Monsieur le chargé d'affaires, il y aura des élections aux États-Unis bientôt. Les élections aux États-Unis, c'est une date connue à l'avance depuis quasiment toujours. Même quand vous êtes en guerre, vous faites des élections. Mais en Haïti, il n'y a pas de terme pour le gouvernement en vie. Vous êtes confortable avec cette situation? C'est la situation que nous avons. Nous, en tant que des partenaires d'Haïti, on travaille avec ça. Je souligne que depuis que je suis là, et je crois en toute déclaration, le gouvernement en fonction a toujours dit qu'elle était un gouvernement transitoire et elle veut arriver le plus vite possible à la dernière élection, à la dernière transition qui pourrait mener à le prochain président que, notre point de vue, devrait être élu par mandat populaire, suffrage populaire. Alors, on continue de travailler à ce qu'on a les élections le plus vite possible dans une situation des élections qui auront une participation majeure, qui donnera
la sortie de la crise politique. Mais ça va de soi qu'en même temps, ça dépend de compromis de tout parti. Et je prends l'opportunité de souligner que nous pensons que les partis ici, vu la crise que les Haïtiens vivent, il doit y avoir un sens d'urgence. Et ça demande des compromis de tout parti. Ça ne peut pas être simplement des compromis proposés d'une partie ou une autre. Il faut être sérieux, disons, et vraiment engagé pour avancer d'une part politique, pour qu'on puisse sortir de la crise de laquelle le peuple haïtien souffre depuis si longtemps. Merci beaucoup.